Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Soirée Pizza, une émission où avec un ou deux invités, nous discutons d'un sujet sympa autour d'une belle pizza. Les fêtes de fin d'année approchent et quoi de mieux qu'un Harry Potter comme sujet de ce mois-ci. Alors accrochez-vous bien à vos balais, prenez une grande gorgée de bière au beurre et direction le monde des sorciers. Avec moi pour en parler aujourd'hui, il est batteur dans l'équipe de Quidditch de Serdaigle, adore enfreindre le règlement, emprunte des passages secrets pour sortir de l'école en douce et a été interdit de cours de botanique à vie après avoir essayé de donner à manger une bombe à bouse à une plante carnivore géante. Salut Arthur. Salut, ça me correspond tout à fait. Comment ça va? Ça va très bien. Ok, bon, vous risquez de nous entendre bien mal sniffer, chers auditeurs, puisque en cette belle période de Noël, nous sommes tous enrhumés. Donc, désolé s'il y a des petits bruits désagréables, normalement je réussirai à tous les enlever au montage. En tout cas, merci à toi Arthur d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va enfin parler du film Harry Potter. Et c'est parti pour notre première partie de l'émission, le oui c'est pourquoi. Ah, je vous attendais. Allez, en place, on va commencer de suite le bazar. Arthur, comment est-ce que tu as découvert Harry Potter? Moi j'ai découvert Harry Potter du coup très tôt. Je devais avoir 7-8 ans à peu près. Il y avait déjà les 3 premiers volets qui étaient sortis à peu près, mais ça m'a pas empêché de dévorer juste après les 4. Les 3 volets, c'est les films qui étaient Non, sortis? les 3 volets, les 3 livres. D'accord. Les 3 livres. Et par contre après, dès qu'ils sont sortis au cinéma, je pense que je faisais partie des premiers à aller les voir. Là, si ma mémoire est bonne, le premier était sorti pendant les fêtes de Noël. Ce qui laissait du coup toute la famille vraiment l'occasion de pouvoir découvrir ce monde-là. Et comme j'avais pas mal tanné mes parents avec les livres, comme je voulais justement le 4e dédicacé par J.K. Rowling aux Virgines, et j'étais évidemment trop jeune pour pouvoir y aller, le film il était hors de question que je le loupe, donc du coup j'avais amené ma famille aussi voir ce film-là. Donc du coup très jeune, et puis j'ai été comme beaucoup happé par l'univers très rapidement, donc du coup une assiduité dans les livres et les films à toute épreuve quoi. Dès qu'il y avait quelque chose qui sortait, je voulais l'avoir en priorité quoi. Ok, c'est cool. Est-ce que tu te définirais comme Potterhead ou pas, du coup? Pas vraiment. Pas vraiment. J'adore l'univers d'Harry Potter, je trouve qu'il y a un travail énorme qui a été fait, mais c'est pas que je m'identifie pas au personnage ou à cet univers-là. C'est juste que je pense que déjà dans cet univers-là, on aurait pu faire beaucoup plus de choses, concrètement. Et donc du coup, je préfère par exemple parler des théories autour d'Harry Potter plutôt que l'univers en lui-même. Voilà, je trouve ça plus intéressant d'aller au-delà de ce qui a été posé, plutôt que être pour une des 4 maisons d'Harry Potter et de s'identifier à celle-ci quoi. Justement, je voulais te demander quel était ton film Harry Potter préféré, celui que tu détestes, et surtout ton livre préféré et celui que t'aimes le moins. Pour commencer, c'est peut-être vraiment très cliché, mais le film que j'ai le plus aimé, c'est le 1. D'accord. Clairement. Pourquoi? La nostalgie va beaucoup parler, mais il n'y a pas que ça, je pense qu'on en parlera un petit peu après des qualités et des défauts du film, mais c'est celui qui met le plus en place l'univers et dont tu reconnais le plus le livre, alors que forcément il y a dû avoir des choses qui ont dû être enlevées pour que ça tienne en 1h30, 2 heures. Mais le film pour moi, le premier est une masterclass. Ok. Après, le film que j'aime le moins, j'hésite entre 2. Je pense que celui qui peut-être potentiellement se démarque un peu plus, celui qui est un peu moins cliché, c'est le 4, concrètement, et à dire qu'on aime le moins. Mais le 4, il y a beaucoup de frustration, en fait. Alors ça se base énormément déjà, par exemple, sur le match de Quidditch de professionnel qui n'est pas montré, alors que je pense qu'on attend ça depuis des années. La Coupe du Monde de Voilà, Quidditch. la Coupe du Monde de Quidditch. Quand on voit que il y a eu pas mal de choses qui ont été enlevées, vraiment beaucoup de choses qui ont été enlevées. Alors effectivement, on essaie quand même toujours de se détacher. C'est le film, c'est pas le livre, donc on peut pas tout retrouver. Mais ça fait un peu rushé, ça fait un peu on n'avait pas le temps, mais on doit vous mettre quand même des éléments dedans, etc. Et c'est surtout celui
qui va annoncer la couleur, ou le manque de couleur, des prochains films. D'accord. Ce qui va annoncer le côté plus sombre qui va arriver. Chose qui est vraiment pertinent dans l'univers d'Harry Potter, mais qui, dans les films, du coup, enlève une grande part d'émerveillement dans la magie. Ensuite, par contre, livre que j'ai le plus aimé, paradoxalement, c'est le 4. C'est celui où il se passait le plus de choses, c'est celui où tu découvres le plus dans l'univers autre que Poudlard, dans Harry Potter, d'autres maisons. Tu te rends compte que... Les écoles... voilà, qu'il y a des choses qui se passent en dehors du Royaume-Uni, tout simplement. Ce qui fait que tu peux t'identifier encore plus à ce monde magique-là. Et puis les épreuves, même si ça reste un grand classique de mettre ce genre d'épreuves, de concours dans le médiéval fantastique, ça fonctionne totalement sur moi et sur, je pense, beaucoup d'autres. Et je pense, le livre que j'ai le moins aimé, là encore j'hésite, je pensais pendant très longtemps que c'était le 5. Ouais, parce que c'était très facile de détester la directrice dont le nom dont le nom m'échappait, Dolores Ombrage, qui a été très frustrant pour une grande partie des lecteurs, parce qu'évidemment c'est horrible de se retrouver dans cette situation, quoi, où tout le monde est puni, où la magie est presque bannie dans un monde magique, où en fait il y a beaucoup de lore, donc du coup on étoffe le lore évidemment dans cette partie-là. Mais on rend l'histoire plus sombre, on la rend avec une prophétie, on la rend Harry Potter devient une sorte d'élu qui était déjà auparavant, et je pense encore une fois qu'il y avait plus à faire à aller à l'extérieur de l'école et à aller un tout petit peu chercher ailleurs que pour la prophétie d'Harry Potter, et là concrètement Harry Potter qui devient le patron de l'ordre de Dumbledore, de l'armée de Dumbledore, ça fait très... Harry Potter devient vraiment trop important pour la saga, ça porte son nom, c'est plus ou moins logique, mais quand on pense à Harry Potter, on pense surtout au trio, et à ce moment-là, le trio, il est juste là pour supporter Harry Potter, tout simplement. Donc du coup, je pense que le 5 reste à ce moment-là celui que j'aime le moins. Ok. Du coup, moi je vais donner juste mon petit avis sur les films et tout. Comme film, curieusement, moi j'aurais dit... Alors je suis d'accord sur le 1 parce que c'est un peu une Madeleine de Proust. C'est le premier Harry Potter, c'est très merveilleux comme film. Ça fait rêver et c'est très enfantin. Donc c'est très agréable. Mais par contre, je pense que mon préféré c'est le 4. Parce que justement, il y a ce côté épreuve, autre école. Bon, il y a des dragons dedans, donc forcément, voilà. Et j'aime beaucoup ce côté un peu épreuve. Après, peut-être c'est mon côté fan de médiéval fantastique, le donjon, il faut réussir et tout. Mais bon, voilà. Le film que j'aime le moins, c'est l'Ordre du Phénix, parce que je trouve que... j'hésite entre l'Ordre du Phénix et le Prince de Sang Mêlé, parce que dans les deux, en fait, il y a tellement d'informations qu'il y a dans les livres qui sont super intéressantes qu'il n'y a pas dans les films, que j'ai toujours trouvé ça très frustrant. Et dans les livres, celui que je préfère, je pense que c'est justement le Prince de Sang Mêlé. Parce qu'on en apprend énormément sur Rogue déjà, sur Voldemort, parce que c'est là où on apprend l'histoire des Horcruxes. Et il y a tout un passage hyper intéressant avec Slughorn, avec le Prince de Sang Mêlé, Harry qui commence un peu à sombrer dans le côté obscur de la Force, mais pas vraiment, C'est super intéressant, je trouve, et c'est dommage parce que le film, encore une fois, ne lui rend pas justice. Et pour rebondir effectivement sur ce que tu dis, effectivement, dans le Prince de Sang Mêlé, on s'intéresse enfin à des personnages qui sont en dehors du trio qu'on connaît déjà. Il y a aussi quand même un beau passage sur Dumbledore. Et Drago aussi, Malfoy. Et sur Drago Malfoy. On a vraiment cette impression que du coup, le monde des sorciers vit en dehors d'Harry Potter et de sa continuité dans l'histoire, quoi. Et effectivement, en plus de ça, c'est un personnage très important qui aide Harry Potter, finalement, ça fait plaisir à voir, quoi. C'est changeant. C'est sûr. Ok, alors, comme il est d'habitude dans cette émission, je vais te demander de me résumer Harry Potter comme si je n'avais jamais entendu parler de cette saga mythique. Comment est-ce que tu nous résumerais Harry Potter 1 ? Eh bien, pour prendre les mots d'un
grand philosophe, c'est Harry Potter, c'est un souillon. Il est dans une famille adoptive, sa tante et son mari, ainsi que leur fils Dudley, qui porte plutôt bien son nom, hein, parce que concrètement, quand tu le vois, oui, il est Dudley, quoi. Et il n'a pas beaucoup de chance dans la vie, parce que déjà, sa famille adoptive ne l'aime pas trop, mais en plus de ça, il doit souffler des bougies d'anniversaire sur le sol, avec un dessin qu'il fait lui-même. Mais un beau jour, tout change. Et il y a un gros monsieur, qui ressemble quand même beaucoup à un clochard, qui vient le chercher, et qui lui dit tout simplement que c'est un sorcier. Là, libre à vous de penser ce que vous voulez, mais Harry Potter, il y croit, et il le suit. Et ça tombe plutôt bien, parce que pour une fois, ce n'est pas un piège. Et il se retrouve dans un monde où déjà les gens le reconnaissent. Lui qui n'était complètement personne au tout début. Il apprend du coup que c'est un survivant, qu'il a échappé à la mort d'un grand sorcier, tellement grand qu'on ne peut même plus prononcer son nom aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs comme ça que tout le monde va l'appeler. Ensuite, il va découvrir le monde magique. Alors c'est la grande claque pour tout le monde, ainsi que pour Harry Potter. Le monde magique est extraordinaire, on y trouve de tout. Et il va chercher sa première baguette magique. Une fois qu'il a sa baguette magique, il se rend compte aussi que ses parents étaient plutôt riches, et que du coup, lui aussi. Et à partir de ce moment-là, il va découvrir comment se rendre à son école, parce qu'à 11 ans, même si t'es un sorcier, tu vas devoir quand même aller en cours, et ça tombe plutôt bien parce que l'école se trouve un peu perdue dans un monde où on peut y aller en train, quand on est un petit peu débrouillard. Il rencontre à ce moment-là son grand ami, Ron Weasley, et il va devenir évidemment une grande amie, Hermione Granger, merci. J'allais dire Emma Watson, tellement ce rôle lui colle à la peau. À partir de ce moment-là, ça va aller très vite. Ce sont des premières années. Ils savent faire léviter une plume, mais ils arrivent quand même à défoncer un troll et à mener une enquête extraordinaire pour découvrir qui se sont trompés, mais il y a quand même une belle enquête pour savoir comment ne pas mourir dans une aile interdite. Que Dumbledore leur a dit si jamais vous trépassez ça, vous mourrez dans d'atroces souffrances, hein, je crois que je cite ces mots à ce moment-là. Mais ils y vont quand même, ils trouvent un cerbère, un chien à 3 têtes, hein, du coup, Touffu. qui s'appelle Touffu et qui est plutôt sympathique, hein, qui aime juste la bonne musique pour le détendre. Il tombe d'un étage, il tombe face à d'autres épreuves qu'on ne citera pas pour qu'on vous laisse découvrir, pour arriver face à un professeur qui de base était décrit comme couard et assez nigaud, se trouve être finalement celui qui garde en son sein, donc derrière sa tête, Lord Voldemort, celui dont on ne devait pas prononcer le nom, et j'ai fait une petite translation, qui cherchait la pierre philosophale. Bon, ça marche pas très bien pour Lord Voldemort, encore une fois on vous laissera regarder à ce moment-là. Harry se réveille à l'infirmerie quelques jours après, ça se passe plutôt bien pour tout le monde, pas de chance crotte de nez, Dumbledore prend une dragée surprise qui n'avait pas le bon goût, et évidemment tout se passe bien. Les Gryffondor, qui de base devaient gagner une coupe des sorciers, c'est ça, hein, c'est comme ça que ça s'appelait. Ouais, la coupe des sorciers. Normalement, c'est Serpentard qui a gagné. Normalement, c'est Serpentard qui était premier, Gryffondor était 4e, mais cependant, Dumbledore, ayant clairement des préférences pour l'équipe de Gryffondor, accorde les derniers points pour que la maison de Gryffondor gagne, bien entendu. Et puis ensuite, on découvre qu'il y aura d'autres années dans cette même école de magie, et ça fait plaisir. Oui, puisque ce n'était que la première année. Et du coup, c'est super, on va pouvoir partir sur la partie 2. C'est l'heure de la dégustation. Votre attention, s'il vous plaît. Que le banquet commence. Alors, au cours de cette dégustation, on va discuter de plusieurs sujets différents. J'ai préparé quelques petites questions. J'aimerais bien qu'on commence par le début du film, qui est Harry Potter chez les Dursley. Et il y a pas mal de théories, de questionnements sur cette famille de moldus. Les Dursley et Harry Potter, une éducation dure et sans amour, à ton avis ? Oui. Clairement, pour moi, oui. C'est même pas dur, c'est que ils délaissent complètement
Ils n'ont pas envie de prendre cette responsabilité. Pour moi, Pétunia, qui est la mère adoptive, du coup, C'est la tante la d'Harry. tante d'Harry, mais aussi du coup la mère adoptive, a nourri une rancœur telle pour la mère d'Harry Potter et pour du coup ce monde des sorciers que rien que de voir la gueule d'Harry, c'était un rappel à du coup ce qu'elle ne sera jamais, un rappel à finalement sa sœur qui est morte. Ça, je pense peut-être aussi que Pétunia devait mine de rien aimer sa sœur quand même quelque part et qu'elle devait aussi penser que le monde des sorciers l'avait enlevé à elle. Mais oui, non, très clairement, ça commence. Le film commence sur Harry qui est sous les escaliers, dans le placard sous les escaliers. On suppose qu'il est resté un petit moment. Je crois que c'est plus ou moins expliqué que de base il avait une chambre, mais que prétextant une bêtise qu'il avait fait, il s'était retrouvé dans. Non, il est dans le placard sous l'escalier depuis le début. Et depuis le début, voilà, c'est pour dire que il est passé du pas de la porte des Dursley au placard sous l'escalier. Donc un cadavre dans le placard, on s'en fout, on n'aime pas, on n'y touche pas. Le truc, c'est que plus ça grandit, plus il y a besoin de responsabilité envers ce gamin-là. Donc du coup, ouais, c'est pas étonnant déjà par exemple de voir Harry Potter qui sait faire à manger, qui sait déjà plus ou moins se débrouiller par lui-même, mais c'est pas une éducation, c'est pas dû aux Dursley, c'est clairement dû à l'adaptabilité, tout simplement. T'es bien obligé de savoir faire ce genre de choses, surtout que j'imagine que les petits déjeuners et les dîners ont déjà été demandés moult fois auparavant par les Dursley pour Harry, parce que quitte à avoir un Harry Potter, autant que ce soit un larbin, concrètement. Donc c'est pas une forme d'éducation, c'est juste essayer de profiter de la situation, tout simplement. Et de l'amour, je pense pas. En tout cas, pas pour les parents. Je pense potentiellement qu'il y avait une certaine forme d'attachement via Dudley, que mine de rien, ils avaient à peu près le même âge, je crois. Oui, ils ont le même âge. Dudley peut-être un an de plus, ou deux, mais pas énorme, quoi. Mais même ça, c'est pas encore de l'amour. À la fin, il va s'excuser auprès d'Harry, mais Dudley ne fera plus jamais partie de la vie d'Harry Potter. Cette famille ne sera plus jamais dans l'entourage proche d'Harry Potter. Donc, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lien, il n'y en a jamais eu pour moi. Et est-ce que tu penses, parce que les Dursley, c'est quand même une famille qui est opposée à toute anormalité. Dès que c'est quelque chose qui n'est pas normal, tout de suite ça les irrite et ils ne veulent absolument pas en entendre parler. Et c'est un peu problématique parce que Harry Potter n'est pas au courant qu'il est un sorcier et il s'est fait plus ou moins punir toute sa vie pour des choses qu'il n'arrive pas à définir et qu'il ne pense même pas venir de lui. Par exemple, je reprends l'épisode de quand ils vont au zoo, Harry Potter parle à un serpent, Dudley voit que le serpent bouge, se pousse Harry et se jette sur la vitre pour voir le serpent, et Harry, dans son énervement, fait disparaître la vitre, et évidemment, Monsieur Dursley sait tout de suite que c'est lui, et dès qu'il rentre, il se fait défoncer. Mais le problème, c'est que Harry n'est pas au courant que c'est lui qui a fait ça. Pour lui, c'est pas possible, ça n'existe pas, la magie, comme lui répète si bien son oncle. Donc, c'est un peu bizarre comme éducation, parce que finalement, c'est très punitif, mais est-ce que s'ils avaient éduqué Harry comme un enfant normal, il n'y aurait pas eu justement plus de normalité chez ce garçon que... Je pense qu'il voulait, quoi qu'il arrive, limiter tout ce qu'il y a d'anormal avec Harry, mais là par exemple, être dur, moi, dans la scène où justement Harry Potter fait disparaître la vitre et que finalement il punit Dudley, au moment où l'oncle Vernon se tourne vers Harry, moi c'est un truc que je peux reconnaître très facilement dans le sens où ça ressemble à il ne punira jamais son fils, et pourtant c'est son fils qui vient de faire une bêtise à ce moment-là, et c'est son fils qui fait des bêtises très souvent. Il vaut mieux punir Harry Potter, qui de toute façon est anormal et le sera quoi qu'il arrive, plutôt que de s'en prendre à son fils. Alors que ton fils vient de péter un câble parce qu'il y avait moins de cadeaux cette année que l'année dernière,
Et que Harry Potter, lui, il a pas de cadeau, tout simplement, c'est fini. Donc, je pense pas que si, par exemple, les Dursley avaient tenté une éducation plus traditionnelle, en écartant les côtés anormaux, en disant c'est pas très grave, etc. Je pense pas que ça aurait changé grand chose, parce que mine de rien, Harry se serait senti différent. Quoi qu'il arrive, il y aurait eu des phénomènes qu'il aurait comparés à autre chose, parce que quand tu es dans une éducation plus normale, tu as le droit d'avoir des amis, tu as le droit d'avoir ce genre de choses. Il se serait forcément confronté au monde moldu, et il se serait dit, tiens, c'est bizarre que je sois le seul à pouvoir faire ça, quoi. C'est bizarre que je sois le seul à pouvoir parler aux serpents, et puis en plus quand j'en parle à mes potes, on se fout de ma gueule, quoi. Ou même à mes parents, ils se disent, qu'est-ce que tu racontes là, parle à ton serpent, on va voir le psy, quoi, tu vois, tout simplement. Donc, il se serait senti différent, et peut-être que ça l'aurait plus déstabilisé un peu, justement comme Tom Jedusor, qui lui était dans un orphelinat à la dure, à genre non, tu fais pas de mal à tes camarades, un truc entre guillemets strict mais aussi un peu plus normal, quoi, celui qui prépare plus à la vie. Le fait de se sentir différent dans un monde qui ne t'appartient pas, ça va amener forcément à des dérives, quoi. Et donc du coup, on peut pas dire que c'est bien joué de la part des Dursley, mais ça a au moins préparé Harry à se dire putain, c'est vrai que il y a des choses bizarres qui se passent autour de moi, quoi. D'où la première question d'Hagrid qui dit t'as pas remarqué qu'il se passait des choses étranges autour de toi? Ah bah ouais, je suis puni tout le temps pour ça d'ailleurs. Ok, mais petite question du coup, à ton avis, pourquoi Harry ne s'est jamais rebellé contre les Dursley, alors que dès qu'il arrive à Poudlard, il a aucun souci à enfreindre les règles? Parce que quand même, ça fait 11 ans qu'il est un peu exploité comme un esclave et qu'il se fait maltraiter par son cousin, qu'il se fait punir, parce que l'oncle Vernon, il lui dit clairement, s'il se passe quoi que ce soit au zoo, tu mangeras pas pendant une semaine. C'est chaud quand même, Et il se rebelle pas, il dit rien. Rien du tout. Alors que dès qu'il arrive à l'école, il n'y a aucun souci là pour... À ce moment-là, il se rebelle pas parce que dans sa tête, c'est un moldu, c'est pas un sorcier, et que c'est un gamin de 11 ans qui a en face de lui 2 adultes. C'est assez différent de quand tu découvres qu'il y a de la magie qui peut t'aider, et que, comme Hagrid lui dit à la fin, toi, t'es censé ne pas utiliser la magie en dehors de l'école, par contre les autres, ils le savent pas, ça. Ceux qui ne sont pas sorciers, ils sont pas au courant de cette règle-là. Et donc du coup, c'est plus facile, et d'ailleurs, Harry Potter, il va se rebeller, je crois, dès le 3, en faisant gonfler avec la tante Marge. Donc ça va plutôt rapidement. Dès qu'il a accès à la magie, dès qu'il sait que c'est un sorcier et que du coup, il y a 2 mondes pour lui. Il y a le moment, le pire, où il retrouve, c'est souvent le mois de juin et de juillet, le juillet ou août, pendant les vacances d'été où l'école ferme. C'est le pire monde, c'est le monde des Moldus, là où il retrouve sa famille. Et puis après, il y a le monde magique qui, lui, est son univers préféré, quoi, concrètement, et son univers à lui. Donc du coup, il se rebelle pas à 11 ans, parce qu'il a que 11 ans, et que c'est pas facile quand t'as pas de baguette magique, et que tu sais pas que t'es un sorcier. Mais par contre, dès que c'est possible, il le fait. Et il se prive même pas de transgresser une des règles élémentaires qui est de ne pas utiliser la magie. Alors, c'est pas vraiment fait exprès, mais il part quand même avec sa valise, et puis il s'en fout, quoi, à ce moment-là. C'est vrai. Alors, on va avancer un petit peu dans le film. Harry part avec Hagrid, qui lui fait découvrir... Ah, c'est à moi de... Non, j'essaie de retrouver le mot, désolé. Qui lui fait découvrir le chemin de traverse. Chemin de traverse qui réunit absolument toutes les boutiques pour sorciers. Du coup, moi j'ai une petite question. Si tu étais un sorcier et que tu étais sur le chemin de traverse, quelle serait ta boutique préférée? Alors, je ne les connais pas vraiment toutes dans le lore d'Harry Potter, mais bon, il y en a qui sont, quoi qu'il arrive, pas mal. Je dois répondre dans le premier film ou livre ou quoi qu'il arrive dans tout ce qui s'est fait. Écoute, ça va être la boutique de Fred et Georges, okay. Clairement. Pour moi, elle représente absolument tout ce qui va se passer dans le monde magique d'Harry Potter et tout ce qu'il y a de féerique et de drôle, en fait, concrètement.
Donc du coup, ouais, clairement, ce serait cette... Alors, vient le moment de la cérémonie, où les élèves sont confrontés au choix-peau. Moi j'ai une petite question, puisque le choix-peau c'est quand même un embranchement décisif pour les élèves de Poudlard, puisque c'est là où ils sont distribués dans des maisons différentes selon ce qu'ils ont dans la tête. Et Harry Potter prend la décision d'imposer son choix, plus ou moins. Enfin, d'imposer ce qu'il ne veut pas, puisqu'il demande de ne pas aller à Serpentard. Est-ce que le choix-peau, ce serait pas une façon de représenter un destin tracé pour un sorcier ? Et Harry serait-il en train de créer son propre destin en choisissant à la place du choix-peau ? Moi, je pensais ça au tout début aussi dans Harry Potter, que les 4 maisons, étant donné que ça devait te représenter, que Ron dit presque directement à Harry, tous les sorciers malfaisants étaient à Serpentard. Bon, je pensais que ça façonnait plus ou moins ta personnalité, et que du coup, ça rentrait un petit peu en contradiction avec le fait que si ça forge ta personnalité, le choix-peau magique, il est pas vraiment trop censé savoir ce que tu vas devenir, c'est presque il lit le destin, quoi, finalement. Mais finalement, quand tu vois dans quel monde évoluent les sorciers après l'école, tu te rends compte qu'après maison ou pas maison, de quelle école tu viens, peu importe quoi. Il y aura toujours des aurores, il y aura toujours des ministères de la magie qui vont se ressembler, il y aura une sorte d'unification mondiale en fait finalement là-dedans. Donc du coup, ça va plus être handicapant et ça va plus te forger tes années collège-lycée, tes années à l'école de Poudlard, que ton destin. Harry Potter, évidemment, son destin aurait potentiellement été légèrement modifié s'il avait été à Serpentard, mais dans une autre école, dans une autre maison, pas du tout. Non, mais justement, le fait d'avoir choisi entre Serpentard et Gryffondor, et qu'il ait demandé à ne pas aller à Serpentard, si Harry était allé à Serpentard, ça aurait peut-être changé beaucoup de choses, peut-être qu'il se serait rallié du côté de Voldemort, puisque c'est quand même là où on a tous les enfants de Mange-Mort, et s'il avait fait le choix d'aller à Serpentard, ou qu'il avait accepté, il aurait fini peut-être par se rapprocher de Drago Malfoy. Ou au contraire, il aurait très bien pu aussi être à la tête de ceux qui, dans les films, disent « Non, mais nous, on n'est pas des nazis, on aimerait bien combattre à vos côtés contre Voldemort. » Parce que à Serpentard, t'as évidemment la moitié, on va partir sur un bon 50%, qui est fils de Mange-Mort et ou Mange-Mort eux-mêmes, mais bon, quand t'as 11 ans, t'es pas tout de suite Mange-Mort, voilà. Plus tard dans les films, oui. Mais plus tard dans les films, évidemment, oui. Mais t'as aussi l'autre moitié qui, par contre, eux, sont juste des élèves qui sont assignés par la tradition de Serpentard, c'est-à-dire ceux qui aspirent à devenir les plus forts ou les plus puissants. Je sais pas ce qui avait été dicté par Salazar Serpentard pour cette maison-là, mais concrètement, à part son côté très il faut que le sorcier soit sang pur, c'était surtout en fait il faut que vous soyez assidu et puis fort quoi, dans tous les domaines quoi. Donc du coup, ce qui aurait pu très bien correspondre à Harry Potter, étant donné que même le choix-peau lui dit que il a de grandes capacités, que de grandes capacités, ça pourrait faire penser à Serdaigle aussi. Il lui dit qu'il aspire à devenir un grand sorcier, ça c'est clairement du Serpentard. Ça aurait pu évidemment mal tourner, mais il aurait pu aussi très bien tomber sur certains Serpentards qui sont là à base de ah ouais, non mais nous les Mange-Morts non quoi, tu vois, genre ça va quoi. Je suis sûr qu'il y a peut-être même des Mange-Morts qui viennent aussi de Pouf-Souffle ou des trucs comme ça, genre, c'est quand même quoi, tu vois. Il y en a forcément qui ont mal tourné quoi, tu vois, genre. Et donc si par exemple on prend l'exemple de Ron Weasley. Parce que Ron, dès que le choix-peau est posé sur sa tête, tout de suite c'est « Oh, encore un Weasley !» Bien, pour lui, pas de doute, c'est Gryffondor. Ron, c'est quand même un personnage qui est fils dans une fratrie de une dizaine de personnes, si je dis pas de bêtises, ils sont 10, je crois, au total. Il fait partie des petits derniers.
aimerait bien se démarquer. Tous ses frangins ont déjà été à Gryffondor, il y en a qui ont été préfets. C'est très... Il essaye de se démarquer de sa famille. Est-ce que pour lui, par exemple, ça n'aurait pas été bénéfique de choisir et de dire non, je veux aller à Poufsouffle, par exemple, ou Serre d'Aigle? Mais est-ce qu'il voulait vraiment se démarquer? Ben, c'est pas pour rien que quand tu regardes dans le miroir du Rized, donc qui montre les désirs, il est préfet, il est capitaine de son équipe de Quidditch, il tient la coupe de Quidditch dans les mains. C'est un peu une façon de vouloir montrer que il fait ses preuves, quoi. Il vaut quelque chose. Je répondrai à la question après, mais pour moi, ça c'était plus... il prend tout ce qu'il y a de bien chez ses frères, et il idolâtre beaucoup tous ses grands frères. Oui, il doit se démarquer. Il y connaît presque plus qu'Hagrid en dragon. Il veut être préfet. T'as juste son frère Percy qui est préfet. C'est pas un rôle vraiment très important, préfet. Dans Poudlard, t'es le pion. Non, mais c'est plus un signe une distinction. Tu vois, quand tu dis que t'as été préfet ou préfet en chef à Poudlard, c'est que t'étais un bon élément, un bon élève, et que les professeurs ont choisi de faire de toi un préfet. Enfin, Percy n'était pas était pas un champion. À ce moment-là, ça devrait être Hermione Granger qui devrait être préfète. Ils le seront, Hermione et Ron seront préfets plus tard dans le 5, si je dis pas de bêtises. Mais bon, après, du coup, pour répondre à la question, c'est sûr que si, par exemple, on a le trio qui part dans 3 écoles, dans 3 maisons différentes, là, effectivement, Harry Potter, c'est plus du tout la même chose. Non, bien sûr. Mais là, je parle juste de Ron. Voilà. En revanche, Ron, qui change de maison, je suis assez d'accord pour dire que ça va changer quand même beaucoup de choses. Parce que Ron a toujours été quelqu'un de plutôt attaché à sa maison, enfin de plutôt... j'arrive pas à trouver le mot, mais assez fier assez fier de là où il est. Il veut se faire remarquer, ça c'est sûr et certain. Il aime bien prendre la parole en public, il aime bien ce genre de choses. Et effectivement, lui, pour être capitaine de l'équipe de Quidditch, que tu sois à Gryffondor ou ailleurs, qu'importe peu. Hein. Donc du coup, je l'aurais peut-être bien vu à Poufsouffle, ce garçon. Mais c'est pas possible parce que je pense que Molly Weasley n'a pas... Pardon. Il n'y a pas de souci. Vas-y, continue. Je pense tout simplement que Molly Weasley n'a pas les autres couleurs que Gryffondor a tricotées. Et donc du coup, non. Je pense que la pression, par contre, elle est là. C'est que si t'es pas à Gryffondor... Ron, tu nous emmerdes là, tiens, là, Noël, tu vas te taper un truc. Tu penses qu'il aurait été mal reçu par sa famille si elle était dans une autre maison? Je ne pense pas, mais je pense que déjà il se serait peut-être potentiellement fait un petit peu charrier par ses frères. Fred et George, je pense qu'il l'aurait un petit peu charrié. Je pense surtout que les matchs de Quidditch auraient été, pour Ron, contre Gryffondor, du coup contre ses frères, quelque chose de très difficile. Difficile, au contraire très galvanisant, puisque c'est un terrain sur lequel... Ron n'est pas un très bon joueur de Quidditch, on va pas se mentir, mais ça aurait été un terrain sur lequel il aurait pu se mesurer à ses frères. Moi je pense surtout que Fred et George auraient visé uniquement Ron Weasley avec le soif. C'est tout. Ils auraient trouvé ce prétexte-là pour le bully à chaque rencontre. C'est pas faux. Mais si Ron avait gagné la coupe... Peut-être que justement il aurait été en mode vous avez voulu vous déchaîner contre moi et finalement je vous ai... Oui, mais le seul problème c'est que Poufsouffle ne gagne pas la coupe. Ça c'est s'il était à Poufsouffle. il aurait été à Poufsouffle. Alors, du coup on est fixé sur le choix pot, donc peut-être qu'il ne définit pas vraiment la destinée d'un sorcier. Non, je pense pas. Il a une belle... Par contre il a effectivement une réelle... importance et une réelle implication dans ce que l'élève va penser de sa maison et dans ce qu'il va peut-être faire un peu plus que les autres. Par exemple, quand tu es un cerf d'aigle, le fait de devoir à chaque fois répondre à une énigme pour entrer dans ta salle commune, ça t'oblige un petit peu à revoir un peu tes lectures, à essayer de trouver un cours qui te permettrait d'améliorer un peu ton intelligence, en tout cas de ta façon de penser pour résoudre ces énigmes. Et là, c'est plus le profil, par exemple, de Hermione, si on veut vraiment aller jusque-là. Ce qui va très bien aussi à l'autre personnage, Luna Lovegood, qui, elle, est très bien aussi dans cette maison.
Mais oui, après, il fallait des personnages à Gryffondor, parce que Gryffondor, c'est un peu le pot pourri de t'es courageux et vaillant, t'es à Gryffondor, mais ça, c'est une valeur qui existe chez un peu tout le monde, quoi. Je veux dire, Drago Malfoy aussi a eu son moment de courage. Les autres personnages qui ne sont pas à Gryffondor aussi. C'est juste que ça te permet Déjà, ça te permet d'avoir des artefacts de ta maison, ce qui est non négligeable, mais ça te permet surtout de partager avec des gens qui ont potentiellement, plus que les autres, des points communs avec toi. Ok, donc ce serait une sorte de nos jours, ce serait une sorte d'application de rassemblement... De nos jours, c'est... sororité, fraternité, quoi. Imaginons une grande colo, un peu trop grande, du coup, tu fais des équipes de 3, et pour les répartir dans les différents dortoirs, c'est juste que, évidemment, tu te fais plus d'amitié, et tu es beaucoup plus proche avec ton voisin de lit et ton voisin de chambre, qu'avec celui qui est à l'étage du dessus, dans une autre chambre. Ça c'est sûr, mais par contre, ça veut pas dire que les autres sont invisibles. Ça veut pas dire que tu n'agis pas comme ça. Par contre, l'école a ce fâcheux défaut de tout faire pour monter les maisons les unes contre les autres. Et ça, par contre, ça devient problématique. Mais ça, c'est pas le Choixpeau qui fait ça. Ça, c'est Poudlard, c'est la maison, c'est la coupe des 4 maisons. C'est aussi le fait Je trouve que la coupe des 4 maisons, ça pousse les maisons à se défier. Ah, moi, je pense que ça fait même pire que ça. Moi, je pense tout simplement que non seulement ça pousse les gens à se défier, mais ça pousse les gens un peu à faire comme en école de médecine quand t'es vraiment dans la merde. Il vaut mieux voler les devoirs de tes camarades, comme ça ils peuvent plus réviser pour les planter eux, plutôt que de toi tout donner. Donc en fait, il vaut mieux faire perdre des points à l'équipe adverse, et ça incite à faire des coups bas. Oui, mais ils ont pas la... Oui, tu penses que... Ah, moi je pense que du coup, tu vois, les délations, comme par exemple Drago dans le 1 qui pense avoir fait une bonne action et finalement se retrouve puni parce qu'on parle pas comme ça à professeur McGonagall, mais en revanche, c'est exactement ce genre de comportement qu'amène ça. C'est oulala, j'ai vu machin et machine s'embrasser à côté du Saulcogneur à minuit 2, allez, 50 points de moins pour Poufsouffle et Cernègue, et forcément ça implique ce genre de truc parce que c'est beaucoup plus facile de perdre des points que d'en gagner. Tu en gagnes 5 ou 10 ou 50 quand tu es à Harry Potter, mais t'en perds 50 dès que tu fais une mauvaise action, quoi. Ouais, mais après, il faut pas oublier que c'est comme les professeurs qui enlèvent des points, et en général, bon, certes, il y a des actions qui devraient pas être encouragées, mais quand ils enlèvent des points, c'est que le règlement a été enfreint. Tu n'es pas censé être en dehors de tes dortoirs passer une certaine heure, par exemple. Évidemment, mais... Du coup, c'est plus... Je pense que, pour moi, la coupe des maisons, c'est plus une façon d'inciter les élèves à bien se tenir, et justement à bien travailler, à bien se faire voir pour gagner des points, pour valoriser leur maison par leurs bonnes actions, plutôt que de pousser à ce que tu disais, délation, faire perdre des points à d'autres maisons, à la concurrence. La seule concurrence que je vois, c'est vraiment dans les matchs de Quidditch où quand tu gagnes un match, tu gagnes des points pour ta maison aussi. Évidemment, si le système avait été parfait et que, par exemple, les points étaient attribués par magie, que ce soit, par exemple, même carrément Poudlard qui décide, tu vois, genre... non, c'est les profs, comme tu l'as dit, qui oui, décident... Oui, c'est les profs qui les administrent, mais par contre... Et déjà, ça, rien que ça... Oui, non, mais évidemment, c'est par magie que les diamants tombent, mais ce que je veux dire par là, c'est que... À Poudlard, tu es inscrit à ta naissance sur le registre. L'école est magique et vit presque. C'est presque une entité à part entière. À partir du moment où elle a été construite par 4 grands magiciens qui ont instauré eux-mêmes des règles et des trucs comme ça, etc., je vois pas pourquoi cette école en elle-même, que les murs en eux-mêmes ne savent pas reconnaître ce qui a été enfreint dans le règlement ou ce qui a été machin. Le seul problème que ce soit les professeurs qui attribuent les points, c'est que, mettons par hasard qu'il y ait du favoritisme, il y a du favoritisme dans un truc comme ça, ça fausse complètement la donne. Et donc du coup, encore plus quand tu te fais voler la coupe par du favoritisme ou comme machin, ça incite beaucoup plus à de la méchanceté et surtout de la méfiance envers les autres maisons.
Du coup, là, effectivement, quand tu as une coupe à remporter et que c'est des professeurs qui vont te geler, etc., les autres maisons, tu les aimes beaucoup moins, ou en tout cas, ça devient des adversaires. Et ça, c'est une valeur qui, pour certains, est très bien, l'adversité, etc. Mais de 11 à 17 ans, en pleine période d'adolescence, c'est moyen, en fait, de devoir mettre autant de pression sur cette coupe-là. Alors, elle rapporte pas grand-chose, hein, finalement, cette coupe-là. C'est plus, pendant une année, t'as la salle commune qui est... Enfin, pas la salle commune, le grand banquet qui est décoré de Non, c'est ce juste truc-là. que tu possèdes la coupe pendant un an, je crois qu'elle est... Mais qu'est-ce qu'elle apporte, cette coupe-là Non, c'est juste de la gloire. C'est ça. ok, fin d'année, remise des trophées, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Mais je veux dire, quand ta maison a gagné un truc, tu le mets pas sur ton CV. C'est pas comme la coupe de Quidditch de ta maison où là, bon, bah, ça prouve que t'as été quand même pendant toute l'année, si pendant 5 ans, t'as gagné tous tes matchs. A priori, t'as un bon joueur, ça peut te marquer pour ton CV pour être recruté en pro après. Alors que par contre, la coupe des maisons, bah voilà, tu deviens préfet à la limite si t'as été celui qui a rapporté le plus de points. Mais il y a un truc aussi, c'est que la coupe des maisons et les points dans les maisons, ça peut créer aussi des conflits à l'intérieur d'une maison. Parce que, par exemple, quand Harry, Ron et Hermione se font prendre de nuit par McGonagall et qu'elle leur enlève à chacun 50 points, ça fait perdre 150 points quand même à leur maison. Ce qui n'est pas rien, hein. On a vu les résultats à la fin de l'année, ils sont autour de 400 points pour la plupart. Donc 150 points, ça fait mal quand tu les perds. Et en une nuit, du coup, t'imagines les étudiants qui arrivent le lendemain, petit déjeuner, et là ils voient tous les sabliers et ils se rendent compte on a perdu 150 points en une nuit. Et d'ailleurs, dans le livre, c'est expliqué hein, que du coup, tous les Gryffondors font la tête. Vraiment, ils les persécutent pas, mais ils les ignorent complètement. Harry, Hermione et Ron, parce qu'ils savent que c'est eux qui ont fait perdre 150 points à leur maison. Et d'ailleurs, les Serpentards, ils les remercient à chaque fois qu'ils passent dans les couloirs ou ce genre de choses. ah ouais, ça c'est une évidence que ça allait créer ce genre de choses. Et encore, là on parle de gens qui ont 11 ans, à 14 ans, à 15 ans ou à 16 ans. C'est pas, tu te fais pas juste ignorer. Hein. Clairement, t'as forcément quelques élèves peut-être un peu plus virulents qui sont focalisés justement sur ces points-là, qui doivent rapporter de bons résultats à la maison, sinon c'est la merde. Là ouais, effectivement, il y a moyen que tu te fasses un petit peu bousculer dans le couloir, que tu te fasses un petit peu bully, quoi, tu vois, genre que on te cherche à t'humilier ou à t'insulter, etc. Donc clairement, ce système-là et ce truc-là est pas parfait, donc du coup ça arrange pas les choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent dans les films, dans les films d'après, on en parle beaucoup moins de ces points-là. On fait beaucoup moins de focus sur justement cette coupe-là. On parle plus trop de points perdus où c'est presque lâché entre deux phrases et c'est pas très grave. Hein, on s'en moque un petit peu. Tout simplement parce que je pense que dans les films, ils ont eu la bonne réflexion de se dire montrer ça à des élèves qui vont s'identifier, enfin à des jeunes qui vont s'identifier à ce film-là, c'est pas forcément la meilleure idée. Tout simplement quoi. Effectivement, je suis pas sûr que parce que tout le monde après veut aussi savoir dans quelle maison on pourrait être et ça crée pas de conflit dans la cour d'école, mais bon, voilà quoi. Ça pourrait déjà. Justement, vu qu'on parle des élèves entre eux et compagnie, moi il y a un truc qui m'a beaucoup marqué quand j'ai revu Harry Potter 1 après quelques années. Bon, Hermione en elle-même, dans le premier film, elle est un peu agaçante au début, c'est vraiment la mademoiselle je sais tout. On a Neville aussi qui est un peu il est présenté comme celui qui oublie tout dans le premier film, qui est un peu nigo. On verra plus tard que c'est pas son seul défaut, malheureusement, le pauvre. Et il y a d'autres personnages, celui qui fait tout exploser, qui réussit pas ses sorts, etc. Mais je trouve que c'est plus marquant sur Hermione. Elle est quand même vachement mise à l'écart dès le début, parce que justement c'est mademoiselle je sais tout. Donc Ron, on voit pas mal de pics sur elle quand même de façon fréquente, se moque d'elle indirectement et on apprend qu'elle n'a pas d'amis, qu'elle est vraiment toute seule. Est-ce que tu penses que J.K. Rowling, quand elle a écrit les Harry Potter, elle n'avait pas une volonté de dénoncer un peu les discriminations et un peu la mise à l'écart de certains enfants, certains élèves,
entre eux, justement? Je vais pas me mettre à penser à la place de l'écrivain, mais effectivement, de base, on sait tous qu'elle a écrit ça pour ses propres enfants, donc potentiellement, pouvoir donner un peu des morales ou des leçons à travers ses livres, ça allait être toujours utile. Et oui, effectivement, montrer un personnage comme Hermione qui est certes très agaçante, on peut pas enlever ses premiers défauts, qui, mademoiselle je sais tout, force un petit peu le trait tout le temps, est toujours sur les côtes justement de Ron et Harry, alors que bon, encore une fois, il s'était parlé qu'une seule fois dans le train, quoi, de base, voilà, et qu'ensuite ça devienne l'amant du trio peut-être la plus iconique, finalement, après Harry, encore une fois c'est le protagoniste, quoique, avec Hermione, c'est vite dit, mais ouais, c'est une belle revanche sur la vie. Puis après, Hermione Granger, elle est pas seulement agaçante, et son côté je sais tout, ça la rend très vite quand même, pas forcément attachante, mais intéressante. Tu te dis quand même, c'est celle qui va être la plus douée en magie, qui va être l'encyclopédie, donc du coup indispensable. Parce que c'est certainement pas Ron et Harry qui vont pouvoir s'arranger pour trouver qui est Nicolas Flamel, pour ouvrir juste un livre quand c'est pas l'heure des cours. Donc du coup, même pour réparer des lunettes ou pour ouvrir une porte, de base, il y a d'abord besoin de Hermione Granger. Donc, dès le début, tu le vois. Je veux dire, effectivement, elle est quand même assez agaçante quand elle dit Wingardium Leviosa à Ron. Mais d'un autre côté, quand Ron lui dit vas-y, fais-le, si t'es aussi doué, elle le fait. Et elle masterclass la classe entière, c'est la première à la faire, et elle fait monter la plume aussi haut, quoi. Et encore une fois, juste après, c'est Ron qui va du coup la sauver. Mais on est loin d'être sur le sauvetage de je suis le plus fort. On en est quand même à Hermione qui lui répète fais ça, fais le geste et dis Wingardium Leviosa. Et c'est que en écoutant Hermione qu'il réussit quand même à la sauver. Donc on peut plus ou moins dire qu'elle s'est sauvée toute seule, parce que compter sur Ron Weasley, c'est jeter une pièce en l'air et voir où ça atterrit, quoi. Quand même, je veux dire, on est dans une situation où elle est sous un évier, Harry, il est dans la main d'un ogre qui est en train de le fracasser, d'essayer de le fracasser avec sa masse, et Ron ne sait pas quoi faire. J'étais même assez étonné qu'il ne court pas à ce moment-là, parce que, bon, fidèle, mais couard quand même le Ron. Non, il reste courageux. Il reste courageux, mais... Il est pas très réactif et pas très réactif, quoi. Donc du coup... elle est montrée comme agaçante parce que, de toute façon, quelqu'un qui sait plus et qui est très intelligente, c'est agaçant. C'est un peu pousser un peu le cliché, tout simplement, de dire, c'est sûr et certain qu'une personne qui a lu 10 000 fois plus de livres que toi, qui a beaucoup plus de connaissances que n'importe quel élève de Poudlard réuni, alors qu'elle a même pas 11 ans, c'est déjà agaçant. Je veux dire, oui, effectivement, même pour Rogue, le professeur, quand tu vois qu'à chaque fois que tu poses, que tu essaies de poser une colle comme question à la classe, qu'elle est déjà en train de lever la main, c'est quand même déjà agaçant. Mais d'un autre côté, c'est quand même une marque d'élève brillante, tout simplement. Donc du coup, voilà, ça paraît évident. Là où par contre ça paraît un peu moins évident, c'est que on pourrait croire que c'est juste Ron qui est méchant, enfin qui est beaucoup sur elle, qui est piquant, mais Harry réagit toujours positivement aux blagues de Ron et se prive pas de rigoler. Et là, un peu le côté légèrement hypocrite de Harry, c'est quand justement après le cours de Wingardium Leviosa, Ron est en train de faire rire la galerie à Harry. Je crois que t'as justement le mec qui fait tout péter, la Sémus dedans aussi. Et qui dit oui, nous les autres, Harry il rigole. Et puis par contre, dès que Hermione passe devant et bouscule Ron, je crois qu'elle t'a entendu. Merci Harry. Du coup, t'as pas envie d'y aller, peut-être, essayer de dire désolé, peut-être, au lieu de crier, je crois qu'elle t'a entendu. Je sais pas. Ça veut pas dire que Harry et Ron sont foncièrement méchants. C'est juste des enfants qui réagissent à quelque chose d'agaçant sur le moment. Ensuite,
ça devient une amitié quand même beaucoup plus intéressante quand justement les gens sont différents et que c'est ça qui va faire qui va justement rendre ce trio aussi iconique, quoi, tout simplement. C'est évident. Et Hermione sera encore agaçante après, en plus. Mais... Bon, après, une fois qu'elle a menti pour leur compte, où elle dit que c'est de sa faute si Harry et Ron sont là à cause du troll et compagnie, qu'ils lui ont sauvé la vie. D'ailleurs, moi, ça c'est un mensonge que je n'ai pas compris, parce que dire la vérité aurait été beaucoup plus simple. Bah écoutez, on a entendu qu'il y avait un troll dans les machins, il n'y avait aucun professeur à côté de nous, on savait que Hermione, elle était dans les toilettes des filles, et personne ne l'avait prévenue, on voulait aller la voir, et on est tombé sur le troll, enfin je veux dire, je vois pas ce qui est grave de dire ça, parce que... ce qui est répréhensible. En fait, j'ai l'impression que c'est une façon de montrer que Hermione, elle change. C'est-à-dire qu'avant, c'est la mademoiselle je sais tout, c'est il faut pas enfreindre le règlement, parce qu'on va se faire virer. Parce que quand ils tombent sur Touffu la première fois, le chien à 3 têtes, c'est parce qu'ils sont allés dans le couloir qui était interdit. Et dès qu'ils en reviennent, elle leur fait un peu la leçon en mode moi je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une idée pour se faire tuer, voire pire, se faire expulser. Hermione, normalement, c'est un personnage qui est extrêmement droit dans ses bottes et très carré. Et c'est la première fois qu'elle va mentir à un professeur pour couvrir Ron et Harry. Et je pense que c'est là aussi que le lien se fait, c'est que elle a menti pour eux. Donc, ils se lient... d'une certaine façon, elle est moins agaçante de leur point de vue. Effectivement. Moi, je pense que le lien se fait d'autant plus lorsque elle les sauve tous les deux de la plante, qui est la deuxième épreuve, finalement. Le filet du diable. Le filet du diable. Parce qu'à ce moment-là, Harry décide d'écoder Hermione en se disant « Ok, c'est bon, ça a l'air d'être une valeur sûre. » Et il réussit à passer l'épreuve. Et Ron, qui lui en fait qu'à sa tête, en se disant « Non, mais toujours pas », elle le sauve quand même. Parce qu'elle a des connaissances. Une fois qu'ils sont descendus là-dedans, bizarrement, plus de pique à Hermione. Ron lui a donné dans l'échiquier un rôle où elle ne sera jamais en danger. Je veux dire, il est là, la connexion se fait vraiment sur ces épreuves. Moi, je pense que c'est vraiment là que le trio s'est soudé. Même s'il y a évidemment eu des préquels avant, je veux dire, ils commençaient à sortir tout le temps, tous les trois ensemble, quoi, à ce moment-là. Mais il y avait encore ces chamailleries un peu bêtes. Après ça, une fois, justement à la fin du film, on voit quand même Hermione et Ron rigoler ensemble, ce qui évidemment amènera à la romance, mais est-ce que c'est vraiment le début à ce moment-là? Je ne pense pas. Et Harry, il va être content de retrouver les deux. C'est pas juste Ron qui va vouloir retrouver, il pense tout de suite aussi à Hermione, et quand il va voir ses deux amis, c'est bon, là c'est installé, là c'est vraiment le cas, quoi. C'est pour ça que je pense que ça c'est vraiment à la toute fin du film, quoi. Il avait besoin, même pour son épreuve à lui, avec la clé, etc., il avait besoin de se sentir encouragé par ses deux amis. Et c'est pas juste Ron qui va le rassurer, c'est les deux, Hermione et Ron. Donc vraiment là, à ce moment-là, c'est là que tu vas voir quelles vont être les forces de ce trio-là. Alors moi, de mon point de vue, je pense quand même qu'ils se sont rapprochés, surtout au moment de l'enquête. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, faut pas oublier que ce premier Harry Potter, c'est à la fois un film sur un monde merveilleux, où vraiment on en prend plein les yeux sur le monde de la magie et des sorciers, mais c'est aussi une enquête policière, clairement, puisque le but de cette enquête, c'est de réussir à déterminer qui est l'allié de Voldemort, entre guillemets, et surtout qui veut s'emparer de la pierre philosophale. Sachant que l'enquête, elle va tourner autour d'un faux suspect pendant un bon moment, qui sera Rogue, et avec une découverte finale inattendue. Je suis plutôt d'accord, mais comme je vais spoiler tout de suite quelque chose. Moi, il y a une théorie à laquelle je m'accroche et que je pense valide Harry Potter. Je pense que Dumbledore, depuis que Harry est entré à Poudlard, il voulait le préparer directement.
Donc pour moi, la première année, c'est pas une enquête, c'est une épreuve. En gros, concrètement, en disant aux premières années, n'allez surtout pas au 3e étage de l'aile droite, sinon vous mourrez dans de souffrance, c'est Harry, Ron, Hermione, allez-y. Et en plus de ça, les épreuves sont un peu faites au fur et à mesure. Au tout début, c'est juste touffu. Bon, bah ça, c'est une épreuve que les 3 peuvent passer, tout simplement. Mais ensuite, filet du diable, sans Hermione, tout le monde meurt. Deuxième épreuve, quand tu sais jouer au Quidditch et que t'es un attrapeur, et que tu t'appelles Harry Potter, tu passes l'épreuve. Sinon, c'est certainement pas Hermione ou Ron qui peuvent passer cette épreuve-là. Troisième épreuve, ça tombe bien quand même, des échiquiers quand même, enfin un échiquier quoi, genre... c'est quand même pas mal la spécialité de Ron Weasley quoi. Et tout ça pour arriver devant le miroir du Riset qui a déjà été dévoilé à Harry par Dumbledore, expliqué et dire il est quand même très important ce miroir, et t'inquiète pas qu'il va pas juste te faire voir tes parents, tu vois. Et quand il arrive devant Quirrell et Voldemort, il a déjà toutes les cartes en main pour pas réussir l'épreuve là, mais en fait pour ne pas être en danger, pour juste apprendre une leçon. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que tu vois, c'est assez mythique parce qu'il y a pas eu de danger pour Harry. Vu qu'il y avait cette marque et que Dumbledore était clairement au courant. Il s'est quand même fait étrangler, s'il avait pas pensé à poser sa main. Mais non, mais ça c'est réflexe naturel. Enfin, tu touches forcément quelque chose. Au début, il essaie de prendre la pierre. Et au début, il essaie de prendre la pierre, mais après, il essaie juste de. Enfin, je veux dire, ça me paraît normal que même, ne serait-ce qu'avec sa deuxième main, enfin, il y aurait forcément eu un contact chair-chair quelque part, tu vois. Et puis après, il lui touche la tête et puis tout disparaît. Donc peut-être potentiellement qu'il avait juste besoin de toucher la main et qu'après ça aurait été une gangrène très rapide finalement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était très peu risqué, le combat, l'affrontement final était très peu risqué et Dumbledore le savait, ou en tout cas d'après la théorie, il le savait et il voulait juste préparer Harry à voilà, ça c'est ton plus grand ennemi et va falloir que tu redoubles d'efforts pour arriver à maintenant passer des épreuves beaucoup plus corsées quoi. Donc du coup, une enquête, il y a ce côté enquête effectivement pour savoir qui est l'allié de Voldemort, et ça je pense que c'était pas forcément la chose qui était prévue par Dumbledore, mais par contre les épreuves à la toute fin et trouver la pierre philosophale, ça il y a trop d'indices qui vont dans ce sens là. Pourquoi la pierre philosophale elle est à Gringotts et tout d'un coup au moment où Harry arrive à Poudlard, Dumbledore il se dit il vaut mieux la mettre chez nous. Pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. Peut-être parce qu'il se doute que quelqu'un va essayer de s'en emparer, puisque la banque se fait cambrioler le jour où Dumbledore a décidé de la bouger. Bien évidemment, mais enfin je veux dire, peut-être qu'il avait cette menace-là, la menace du cambriolage de cette banque-là, il existe bien avant que Harry ait 11 ans et arrive à Poudlard. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est fort probable, parce que bon, on le sait bien plus tard dans le film et dans les livres, que Rogue, c'est un peu le bras droit de Dumbledore. En tout cas, sur tout ce qui touche Voldemort et justement cette recherche d'informations sur lui. Il est fort probable que Dumbledore ait eu des soupçons sur Quirrell dès le début, et que il ait eu une info qui laisse penser que Quirrell allait voler la pierre à ce moment-là. C'est pour ça que Hagrid y est allé directement pour récupérer la pierre. Je veux dire, c'est fort probable que ce soit une information et que du coup Dumbledore se soit dit que la pierre était plus en sécurité à l'école, là où lui était, pour la surveiller. Mais ce qui est assez étrange, c'est que... Du coup, il envoie une double mission à Hagrid. Genre, et récupérer la pierre philosophale à Gringotts, et en plus, aider un élève à rentrer dans le monde magique. Après, il y a une petite nuance qui est un peu spéciale. C'est dans les livres, Hagrid, il emmène Harry sur le chemin de traverse pour prendre ses affaires, et après, il le ramène chez les Dursley pour 1 mois. Et c'est les Dursley qui déposent Harry à la gare pour qu'il prenne le train, le Poudlard Express. Donc en vrai, en 1 mois, à Poudlard, il a pu se passer beaucoup de choses. Donc est-ce que effectivement c'est un plan de Dumbledore pour préparer Harry aux futures années ?
Et ses Moi, c'est futures sûr. rencontres avec Dumbledore, Enfin, avec Voldemort. Moi, je crois vraiment à la théorie. Bon, on apprend bien plus tard, évidemment, que Dumbledore est un personnage beaucoup plus nuancé que ce qu'on pourrait penser. Il n'est pas vraiment tout blanc. Il a de grandes parts d'ombre, ce monsieur. Intelligent comme il a dû comprendre très rapidement ce qu'était Harry Potter. Et je pense tout simplement que... il avait au moins un plan général, pas forcément précis, c'est-à-dire qu'il s'est pas dit en 6 ans il faut que je fasse ça, la 5e année il faut qu'il se passe ça, etc. Mais il devait se dire forcément il faut l'amener directement dans le vif du sujet le plus tôt possible. Et ça tombe très bien. Alors ça, comme on sait, Rogue est le bras droit de Dumbledore. Rogue qui a d'énormes soupçons sur le professeur Quirrell de manière générale. Je suis pas sûr qu'il ait les soupçons que Voldemort soit derrière son crâne, étant donné que c'est plutôt dangereux, parce que Rogue est un agent double, et du coup, si il faisait autant de zèle à professeur Quirrell, tout en sachant que Voldemort est derrière lui, ça aurait pas forcément été très bien pour sa couverture, finalement, à Rogue. Donc du coup, c'est forcément évidemment que c'est retombé aux oreilles de Dumbledore et que Dumbledore s'est dit il y a quelque chose de pas net chez ce professeur Quirrell, donc du coup on va l'amener chercher le miroir du Rizel, la pierre philosophale, et de toute façon s'il a Voldemort derrière lui, t'inquiète pas, Harry Potter il est intouchable, quoi. Parce que ce qui pourrait aller dans ton sens, moi cette théorie, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je l'aime pas. Parce que du coup, ça gâche un peu tout ce côté de c'est les enfants qui essayent de résoudre un mystère. Non, tandis que les adultes galèrent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, le fait que tout ait été calculé, ça enlève un peu C'est pas que tout est calculé. La décision des enfants par rapport à cette action. C'est pas que tout est calculé, c'est juste que en tout cas les épreuves, le 3e étage et la pierre philosophale, ça c'est quelque chose qui a été planifié, pas dicté à la lettre, mais plus ou moins planifié. Par contre, l'enquête, ça reste le mérite du trio. Évidemment que d'aller chercher des informations auprès d'Hagrid, c'est malin. Et ça, c'était, je pense pas vraiment trop prévu par Dumbledore, que les informations soient lâchées aussi tôt par Hagrid, qui ne sait pas tenir sa langue. Je ne pense pas que tout était planifié au point que dès le début d'année il y avait déjà un échiquier et des plantes du diable, etc. Je pense que tu vois, voilà, c'était encore un truc qui s'est fait au fur et à mesure. Le miroir du Risé, il est quand même une bonne partie de l'année, genre vers Noël, il est en plein milieu d'un couloir, et puis après il se retrouve en plein centre du mystère, quoi. Donc du coup c'est plus Harry Potter il se rapproche de ces deux gens, il va avoir besoin d'aide, parce que Harry Potter c'est juste un sorcier, quoi, tout simplement. Voilà, Dumbledore il peut pas lui apporter son aide directement, il peut pas non plus lui montrer qu'il a envie de l'adopter, concrètement, sinon c'est du grand favoritisme, quoi. Mais oui, il essaie de faire tout en œuvre pour que il y ait une sorte de petite épreuve, et voilà. Mais par contre, c'est une évidence, j'aurais été dans la peau de ces 3 personnages, je vois que le balai de Harry Potter en plein match de Quidditch commence à faire des siennes, et je vois un professeur qui est en train de marmonner des choses en ayant un contact visuel sur Harry Potter. Bon, je suis d'accord avec eux, je commence à soupçonner Rogue, quoi, tu vois. Harry Potter, pas de chance pour lui, quand il croise le regard de Rogue pour la première fois, qui est en train de parler à professeur Quirrell, qui en plus de ça est légèrement de dos, sa cicatrice commence à lui faire mal, et c'est la première fois que ça lui arrive, ça. Donc lui, c'est directement mauvais pressentiment. C'est tout de suite, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et puis évidemment, on découvre après pourquoi, mais le ressentiment énorme qu'a Rogue envers Harry aide pas du tout non plus à la confiance et à donner envie de ça. Et je pense que Dumbledore savait pertinemment que Rogue n'arriverait jamais à être sympa avec Harry. Et ça, c'est pas quelque chose qui a dû conforter ses plans. Il a dû dire mince, quoi, Rogue, fais un effort, quoi, s'il te plaît, voilà, quoi. Et donc du coup, ça rend la réaction de Harry face à Professeur Quirrell beaucoup plus authentique. C'était une évidence que c'était Rogue. Il avait les cheveux noirs, il parle mal, et il est sévère. C'est exactement ce qu'on pourrait se dire d'un prof qu'on n'aime pas, finalement, n'importe qui.
on apprend par la force des choses à respecter McGonagall, mais la première année, on peut pas dire qu'on l'aime. Juste en tant que professeur, évidemment, quand on l'a vu déposer Harry et être très maternel. Quand même, elle offre un bon imbus 2000 à Harry pour son oui. premier match de Quidditch. Est-ce que c'est vraiment elle? Parce qu'il y a un regard c'est elle. quand même. Ouais, c'est elle. Bah, c'est Edwige elle. vient C'est se poser juste devant elle, elle fait un petit sourire à Harry. C'est bien sûr que c'est elle. Ouais, Après, c'est peut-être un geste intéressé parce qu'elle veut quand même que son équipe gagne les matchs de Quidditch, donc voilà. Elle met toutes ses chances de son côté, mais quand même. Non, mais bien sûr, tu peux apprécier le fait aussi qu'elle soit toute joyeuse d'avoir un nouvel attrapeur dans l'équipe. Le fait aussi que, même si elle est. Vraiment, l'expression c'est dur mais juste, quoi. Hein, elle est sévère, elle mais est juste. sévère mais juste. Et forcément, quand tu vois des petits moments justement de respiration où tu la vois toute excitée, ou alors au contraire très bienveillante quand elle dépose Harry, quand justement Dumbledore et elle et Hagrid déposent Harry chez les Dursley, tu te rends compte que elle est déjà très attachée, quoi. Elle se dit non, je les ai observés, c'est pas bon, quoi. J'ai pas envie, quoi. Et ça a l'air d'être la seule en plus qui a un souci pour ça, quoi. Mais Rogue, il n'y a pas de moment où tu peux l'aimer dans le premier film et dans le premier livre. C'est un prof sévère, antipathique, abrupt, méchant et des fois presque même irrespectueux. Il a tendance à piquer aussi légèrement. Dès le début, dire la nouvelle célébrité en parlant d'Harry Potter et en essayant de lui poser colle sur colle, en snobant complètement Hermione. Tu sens très vite que voilà, mais par contre il n'y a pas non plus de préférence sur les Serpentards. En tout cas dans le film, par exemple, tu vois normalement Drago qui est tout sourire devant le professeur Rogue. Le professeur Rogue ne lui rendra jamais ce sourire-là. Hein. Non, mais après il parle d'élèves qui auraient des prédispositions aux potions et il regarde Drago. C'est pour ça que Drago est tout sourire. Donc il y a quand même un petit truc. Mais effectivement, en tout cas à ce moment-là, dans le film, il n'y a pas trop de favoritisme du côté Serpentard. Et d'ailleurs, tout à l'heure, la question que tu me posais, quand tu me demandais genre pourquoi Harry se rebelle pas, Harry ne se rebelle pas non plus dès le début à Poudlard. Là même, dans le film en tout cas, quand Rogue le chope et lui dit je vois que t'as pas envie d'être attentif, Harry, il est en train de noter sur son parchemin les mots exacts que Rogue a dit. On est loin d'être sur un élève qui ne suit pas. Et pourtant, quand Rogue lui fait la remarque, il aurait très bien pu dire je suis en train de noter votre cours. Enfin, je veux dire, on est loin d'être sur de la rébellion, quoi. Oui, c'est sûr. Après, bon, moi, effectivement, là, j'ai dû faire un micmac parce que je sais que dans les livres, Harry, justement, fait une réflexion à Rogue en mode peut demander à Hermione, elle lève la main depuis tout à l'heure. Ça, oui. Et je me demande, d'ailleurs, j'ai été surpris parce que je pensais que c'était dans les films aussi. Non. Et oui, à la toute fin, effectivement, quand ça fait plusieurs fois que Hermione lève la main, il dit vous avez qu'à demander à l'autre, et c'est ce qui lui vaut de se faire retirer des points pour l'insolence. Quoi. Alors, avant de passer à la partie 3, on va faire une petite conclusion sur cette partie 2, sur le film. Moi je voulais évidemment noter que si le 1 est pour la plupart un excellent Harry Potter dans la saga, c'est pour beaucoup d'éléments. Déjà, il y a l'univers, il y a cet émerveillement de la magie, et puis il y a en fait tous les petits éléments, vraiment des tout petits détails qui vont nous marquer. Presque tout est introduit entre les fantômes, les gobelins. Tu te rends compte que du coup, il y a différentes races, différentes créatures magiques que dans le monde des sorciers cohabitent tout un tas de petites choses qui font que ce monde magique est très vivant finalement. Et ça dans le film, on le voit très rapidement avec les fantômes, les gobelins, avec le chien à trois têtes, le dragon. On a déjà ça, et puis ça promet que du bon pour la suite. Faut noter aussi que dans le film, il y a les effets spéciaux qui sont très bien faits. Faut noter que dans ce film, les effets spéciaux sont quand même excellents.
Ils ont très bien vieilli et la couleur de ce film et l'ambiance de ce film est juste légendaire encore actuellement, quoi, hein. Ça met tu mets le pied dans le monde magique très facilement avec ce film-là. Et c'est accentué par quelque chose qui est presque évident, mais on en parle très peu souvent, c'est la musique. La musique de Harry Potter est juste emblématique maintenant. Et du coup, voilà, on a pu le voir au générique, John Williams a fait un travail extraordinaire sur absolument toutes les musiques qui sont reprises, les thèmes en tout cas sont reprises dans tous les autres films. Et ça fait vraiment plaisir à voir parce qu'il a réussi à enchanter presque tous les plans dès qu'il y a un peu de sa musique. Bravo. C'est franchement très très bon. Je suis d'accord, ma musique préférée d'ailleurs c'est celle de l'hiver, de Noël, qui est très joyeuse et en même temps il y a une douceur qui est très particulière dans cette musique. Mais je suis d'accord que sans la musique ce serait pas du tout le même Harry Potter. Ce serait clairement différent, quoi. Et puis bon, ils en abusent, hein, je veux dire, moi, les scènes dont je me rappelais plus trop en termes musicaux au tout début, quand on est justement à Gringotts, cette musique très mystérieuse et à la fois très intrigante, enfin très, très sombre, quoi, finalement, et qui est très fort. Et même quand on te montre la pierre philosophale, il y a cette même musique, ce même thème qui réapparaît très très fort, tu t'entends presque même plus la voix d'Hagrid tellement la musique est forte. Ça aurait pu mal passer, on pourrait se dire non mais ça fait beaucoup, mais non, ça tombe très bien dans ce film là. C'est bien dosé. Et donc du coup, ça rend aussi les éléments magiques presque réels. On pense par exemple au banquet, quand le tout premier banquet où t'as les éléments qui apparaissent, t'as toute la bouffe qui apparaît, c'est une salade composée dans l'écran, quoi. On est sur 1000 couleurs très chaudes, avec une musique toute gentille, toute pimpante qui introduit au fait que c'est bon, on est à la maison, quoi. On y est. C'est vrai, c'est accueillant. C'est ça. C'est chaleureux et accueillant. Ok, super. Et bah du coup, c'est l'heure de la troisième partie. C'est l'heure de payer l'addition. Ah, oh, the bill is very, hein. Quand on n'a pas les moyens, on pique-nique. Il est de tradition dans ce podcast de faire payer l'addition à l'invité à la fin pour finir en beauté. Évidemment. Mais comment payer l'addition, vas-tu me demander ? Eh bien en fait c'est très simple. Je vais te donner une citation et tu vas devoir deviner de qui elle est. Il y a 10 citations. Si tu réussis, tu gagnes 1 point par réponse. Ton score final sera ajouté au tableau de mes invités et à la fin de la saison, nous célébrerons un vainqueur. Est-ce que tu es prêt ? Ou je pense que je vais faire un sans faute. On va voir ça. Et c'est parti. Première citation. Mon garçon, la magie, ça n'existe pas. L'oncle Vernon. J'étais devant la vitre et soudain elle a disparu, comme par magie. Mon garçon, la magie, ça n'existe pas. Tout à fait, c'est Vernon Dursley, donc 1 point. Deuxième citation, que tu vas certainement reconnaître tout de suite, c'est un petit clin d'œil. Un troll dans les cachots, un troll. Je voulais vous prévenir. Le professeur Quirrell, bien entendu. Dans les cachots. Un troll dans les cachots. Je voulais vous prévenir. Ok, je t'embête un peu, est-ce que tu connais son prénom ? Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai plus du tout l'information, mais parce que là... Il n'est pas donné dans les films. Voilà, il n'est pas donné dans les films, et là, moi déjà, j'ai peu de mémoire des noms, mais alors là, je pense que dans les livres, il n'a pas dû être cité énormément de fois, et donc là, je ne l'ai pas du tout. Son prénom, c'est Quirinus. Évidemment qu'il s'appelle Cucu. Évidemment. Quirinus Quirrell. Évidemment. Okay. Citation numéro 3. Je crois vraiment qu'on a une mauvaise influence sur elle. C'est Harry qui dit ça. Et non, c'était Ron Weasley. Ah, c'était Ron. Ah oui, c'est ça. Au moment où elle leur demande d'aller chercher dans la réserve, et que Ron dit que... Mais pas dans ceux de la réserve. Passez un bon Noël. Je crois vraiment qu'on a une mauvaise influence sur elle. Donc pour l'instant, 2 points sur 3 citations. 4e citation. Je ne m'en souviens pas. J'ai pris un cognard en pleine tête au bout de 2 minutes. Je me suis réveillée 8 jours plus tard.
je vais certainement avoir un trou sur son nom. C'est le capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Il s'appelle... dis-moi si je me trompe, Nicolas... Non, pas Nicolas. Non. Tu vois, j'ai un souvenir des noms complètement éclaté. Son nom de famille, il est super simple. Son nom de famille est très très simple. J'essaie de me souvenir, professeur McGonagall qui arrive et qui fait... Oh, je peux vous emprunter. Ah, je vais pas l'avoir. Là, je pense que c'est le trou de trop et je n'aurai même pas son nom. En tout cas, je sais qui c'est, mais je n'aurai pas son nom. Honnêtement, vu que tu m'as donné que c'était le capitaine de l'équipe de Quidditch, il s'appelle Dubois. Dubois. Je l'étais aussi avant mon premier match. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'en souviens pas. J'ai pris un cognard en pleine tête au bout de 2 minutes. Je me suis réveillé 8 jours plus tard. Ah, c'est certainement... parce que Olivier Dubois. j'avais un camarade de classe qui s'appelait Nicolas Dubois, donc c'est pour ça. Un grand lapsus, très bien. D'accord, voilà. On passe Olivier le bonjour Dubois. à Nicolas Dubois, Eh ben, on du coup, lui si passera vous le nous bonjour. écoute. Ok, bon. 5e citation. J'aurais pas dû dire ça. Hagrid. J'en ai trop dit. J'aurais pas dû dire ça. Oh, j'aurais jamais dû dire ça. Nicolas Flamel. Qui est Nicolas Flamel? Tout à fait. 6e citation. Vous savez que Harry Potter est le nouvel attrapeur de Gryffondor. J'ai toujours dit qu'il ferait des merveilles. Nick quasi sans tête. Sœur Nick quasi Sœur sans tête. Nicolas. Nicolas Nick quasi sans tête. Une quasi sans tête, tout à fait. Qui dit ça à une autre fantôme. Exactement. Vous saviez que Harry Potter est le nouvel attrapeur de Gryffondor? J'ai toujours dit qu'il ferait des merveilles. 7e citation. Attends un peu que mon père apprenne ça. C'est le travail des domestiques. Ça me paraît un peu évident de dire Drago Malfoy, mais je vais rester sur ce choix-là. Attends un peu que mon père apprenne ça. C'est le travail des domestiques. C'est Drago Malfoy. C'est Drago Malfoy. Tout à fait, dans la forêt interdite. Parce que de toute façon, je crois que Crabbe et Goyle ne parlent pas, et il y a pas d'autres personnages qui peuvent dire un truc pareil dans ce film-là. Ok. Non, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'abord, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa, et pas Leviosa. Hermione, Masterclass Granger. Tout à fait. Wingardium Leviosa. Non, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. 9e citation. Faites attention, on pourrait penser que vous préparez un mauvais coup. C'est Rogue. Tout à fait. C'est Rogue, c'est le professeur Rogue qui leur dit ça. Et C'est fou parce que, comme tu l'as prononcé, Ouais. on ne pourrait jamais penser une seule seconde que c'est Rogue, C'est la étant donné la difficulté, façon dont hein. il le dit, qui est beaucoup plus plate. Bonjour. Pourrais-je savoir ce que font 3 jeunes élèves de Gryffondor à l'intérieur, par ce temps radieux? Nous étions... Faites attention. On pourrait penser que... vous préparez un mauvais coup. Ok. Et dernière citation. Échec et maths. C'est Harry Potter. Tout à fait. Il y avait un petit piège, mais effectivement, c'est Harry Potter et pas Ron. Échec et maths. Bien joué, tu as fait 9 sur 10. Pour l'instant, tu es en tête, puisque Sarah de Camelot a fait 8. Et c'est tout pour l'instant. D'accord. Très bien. Eh bien, c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à toi, mon invité, d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. Vous pouvez soutenir l'émission en laissant un j'aime sur votre plateforme d'écoute et en partageant évidemment avec vos amis, votre famille, tout le monde. On vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, puisqu'on se retrouvera le 8 janvier pour le prochain épisode qui sera sur les films Hocus Pocus. Bonne fête de fin d'année à tous et à l'année prochaine. À bientôt. À bientôt.